Bonjour et bienvenue sur notre émission À tout santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Ce soir, le thème abordé sera la stimulation cardiaque et ses avancées. Chaque année, 50 000 pacemakers sont implantés chez des patients en France. Et comment implantons ce type de matériel? Qu'est-ce qu'un pacemaker? Comment suivre ces implants? Nous allons aborder tous ces sujets avec l'équipe du professeur Deharo, chef de service à la Timone. Nous accompagnerons un de ces patients qui a bénéficié de ce type d'implant. Nous verrons ensuite avec notre chroniqueur Xavier Fleischer ce que sont les syncopes et celles qui peuvent éventuellement aboutir à l'implantation d'un pacemaker. Dans une seconde partie d'émission, nous intéresserons aux avancées technologiques en termes de stimulation cardiaque avec des implants un petit peu particuliers. Nous resterons avec l'équipe du professeur Deharo et son patient. Nous accueillerons ensuite le docteur Sébastien Parat, notre chroniqueur régulier qui nous parlera de comment faire du sport avec un pacemaker. Et enfin, notre chroniqueuse Fanny Masmejean clôturera cette émission sur sa rubrique du web. Donc, nous allons accueillir sur le plateau d'À tout santé le professeur Jean-Claude Deharo. Bonjour. Bonsoir. Son patient, monsieur Dacosta Machado. Bonsoir. Et notre chroniqueur, le professeur Xavier Fleischer. Bonsoir. Bonsoir Karine. Nous allons donc parler avec le professeur Deharo de pacemaker, mais avant tout, vous êtes rythmologue. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'un rythmologue? Eh bien, un rythmologue, c'est un cardiologue qui s'occupe particulièrement des problèmes de troubles du rythme cardiaque. On sait que le cœur peut quelquefois dysfonctionner dans son rythme, il peut être trop rapide, il peut être trop lent. Donc le rythmologue, c'est celui qui s'occupe des problèmes de tachycardie, de cœur rapide, ou des problèmes de bradycardie, de cœur lent. Et ce soir, nous allons parler essentiellement de stimulation cardiaque, donc de cœur lent. Et le rythmologue s'occupe donc naturellement de ce type de problème. D'accord. Donc la stimulation cardiaque, ce sont les pacemakers. Qu'est-ce qu'un pacemaker? Un pacemaker, c'est un tout petit appareil très intelligent qui a été conçu il y a maintenant près de 50 ans et qui va pallier un cœur trop lent. Donc c'est un appareil qui contient à la fois une batterie, il faut bien sûr de l'énergie pour stimuler le cœur, qui contient un microprocesseur, une intelligence qui va lui permettre de fonctionner quand il doit fonctionner, et qui est en communication avec le cœur en général par une petite sonde, c'est-à-dire un petit fil électrique. Et donc une impulsion est donnée par l'appareil au moment où il y a besoin qu'elle soit donnée, elle est transmise par la sonde et elle va faire comme ça se contracter les cellules cardiaques. D'accord, donc le cœur est une pompe électrique qui fonctionne à l'électricité, si je comprends bien. Absolument. D'accord. Donc, professeur Deharo, notre équipe vous a accompagné dans votre service ainsi que votre patient dans ses activités quotidiennes. Nous allons voir ce reportage qui est proposé par Patrick Leuze. Les dispositifs dont on va parler aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les stimulateurs cardiaques ou les défibrillateurs cardiaques. Ce sont des dispositifs implantables qui sont destinés à traiter deux types d'anomalies. Ces anomalies peuvent être un rythme cardiaque trop lent, et là ce sont les stimulateurs cardiaques qui interviennent, ou bien un rythme cardiaque trop rapide, et là ce sont ce qu'on appelle les défibrillateurs cardiaques. Le pacemaker, c'est le stimulateur, et le défibrillateur, on l'appelle défibrillateur. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Si on parle des stimulateurs cardiaques, on est dans une tranche de population qui est en général une tranche de population assez âgée. Dans le deuxième cas, dans celui des défibrillateurs, on a beaucoup plus souvent affaire à des patients qui ont des maladies cardiaques. Ce sont des gens qui ont en général une pathologie qui est à l'origine d'un risque d'emballement du rythme cardiaque ou qui déjà a donné lieu à un emballement du rythme cardiaque. Et c'est pour cette raison-là qu'on met en place un défibrillateur. Donc je savais que j'avais un problème de bradycardie, donc je suis allé faire un contrôle des routines, mais j'avais aucun symptôme en fait, donc je sentais absolument rien, donc j'avais une vie normale avec du sport, du travail, tout ça, sans de problèmes majeurs. Par rapport à mon âge et tous les inconvénients de la pose d'un pacemaker, le compromis il est assez gagnant, quoi, parce que voilà, on peut avoir une vie normale, faire toutes les activités qu'on faisait avant, la pose de pacemaker, c'est un problème. Cet appareil, c'est un appareil qui est tout petit, donc il fait comme plus petit qu'un bouchon de stylo, par exemple. Donc, et il va à l'intérieur du cœur, donc c'est vrai que voilà, il ne présente pas les inconvénients d'un appareil conventionnel dans lequel il y a les sondes et aussi voilà, les problèmes d'infection au niveau de l'épaule, tout ça. Donc, par rapport au changement, il n'y a pas de changement majeur, il y a juste certaines précautions à prendre
comme un appareil conventionnel. Donc, simuler des gros champs magnétiques, mais c'est une mesure de précaution. De retour sur le plateau d'Atout Santé, l'émission que nous abordons ce soir s'intéresse à la stimulation cardiaque et à ses avancées. Nous venons de voir donc un reportage. Professeur Deharo, comment se passe l'implantation d'un pacemaker classique? Je ne parlerai pas du pacemaker particulier dont M. D'Acosta Machado a bénéficié, mais des pacemakers classiques. Alors les pacemakers classiques sont mis en place la plupart du temps par des cardiologues. En fait, on va aborder une région du corps où on accède assez facilement à une veine. À partir de cette veine, on va pouvoir guider la sonde que l'on a envie d'amener jusqu'au cœur dans la cavité cardiaque dans laquelle on a envie de l'amener. Et ensuite, on raccorde la sonde au boîtier qui se trouve donc sous la peau du patient, à l'endroit que j'indique en ce moment la plupart du temps. Donc c'est une intervention assez superficielle, mais qui, par le fait qu'on aborde une veine, nous permet d'aller finalement dans un organe beaucoup plus profond comme le cœur. D'accord, donc vous introduisez des sondes par une veine qui rejoignent ensuite le cœur que vous fixez à l'intérieur du cœur. La cicatrice est-elle volumineuse? La cicatrice pour un stimulateur cardiaque standard, c'est une cicatrice de l'ordre de 4 ou 5 cm et qui se trouve dans la région ici, sous la clavicule, près de l'épaule. Alors, nous avons bien vu qu'avec votre patient, il avait bénéficié de ce type d'implant parce qu'il était bradycarde. Bradycarde, ça veut dire avoir un cœur lent, si j'ai bien compris. Est-ce que toutes les personnes qui ont un cœur lent vont devoir avoir un pacemaker? Alors, c'est pas obligatoire. C'est pas parce qu'on a le cœur lent qu'on a forcément des symptômes. Il y a des gens qui ont le cœur lent parce qu'ils sont très entraînés sur le plan sportif. Le meilleur exemple, ce sont les cyclistes de compétition, etc. Ils n'auront pas de stimulateur, bien entendu. Donc, c'est d'abord un cœur lent en raison d'une anomalie de la conduction ou de la fabrication de l'influx qui va être à prendre en compte. Et deuxièmement, en général, on attend que les patients aient des symptômes. Les symptômes, ce sont les malaises, les syncopes, dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure. Et puis, quelquefois, on prend cette décision avant qu'il n'y ait des symptômes. C'était d'ailleurs le cas de notre patient de ce soir. Parce qu'on sait que l'évolution va se faire vers un cœur un petit peu plus lent et qu'on aura à ce moment-là encore des malaises. Vous n'aviez aucune plainte particulière avant que l'on vous mette le pacemaker? Ça a été une découverte fortuite en fait. Vous êtes très jeune pour avoir un pacemaker. Est-ce qu'il y a des membres de votre famille qui ont eu ce genre d'appareil? Est-ce que c'est héréditaire? Non, je n'ai pas de connaissance de la famille d'autres personnes qui a... Pas du tout? Pas du tout, oui. D'accord. Et est-ce que vous ressentez une gêne depuis que vous avez l'appareil? Est-ce que vous étiez... Non, absolument pas. Pas d'inquiétude quand on vous a annoncé que vous deviez avoir ce type d'implant? Non, on va dire, on se pose toujours la question pourquoi moi, mais c'est assez vite, on va dire. Je fais totale confiance à la technologie. Est-ce que vous faites du sport? Oui, je fais un peu de sport, oui, Qu'est-ce que vous faites comme sport? Je fais l'escalade, je fais du ski, je fais de VTT en descente. Ouais. Donc j'ai envie un peu active. Et vous continuez toutes ces pratiques? Oui. D'accord. Ah oui, effectivement, nous pouvons assister à tous vos exploits sportifs. Et donc, vous continuez à faire ce type de sport? Oui, d'accord. Sans problème. Est-ce qu'on vous a donné des précautions? Est-ce que vous avez des précautions à prendre avec le pacemaker, le téléphone portable, les portiques? Après, oui, pour les portiques, c'est préconisé, des portiques d'aéroport. Vous évitez de passer au milieu des portiques, montrer la carte. Donc on montre la carte des porteurs des pacemakers, donc pour éviter les portiques, pour mesure de précaution. D'accord. Le téléphone portable, pas de souci, parce que ça, tous les patients peuvent poser la question. Oui, mais il ne faut pas, par exemple, porter dans la poche de la chemise, des choses comme ça, mais sans des problèmes majeurs, on va dire. D'accord, très bien. Merci pour ces témoignages. Je pense que nous allons pouvoir passer la parole à notre chroniqueur, Dr Xavier Fleischer, qui va nous parler des syncopes. Alors tout à fait, Karine, les syncopes sont définies selon la Haute Autorité de Santé comme une perte de connaissance à début rapide, de durée généralement brève, spontanément résolutive, s'accompagnant d'une perte du tonus postural, c'est-à-dire assez souvent d'une chute, puis d'un retour rapide à un état de conscience normal. Elle est due généralement à un manque de perfusion cérébrale passagère. Pour nous tous, elle est tout simplement synonyme d'évanouissement. Il faut néanmoins la différencier d'un accident vasculaire cérébral où il n'y a pas toujours de perte de connaissance et parfois des troubles neurologiques comme une paralysie ou des troubles de la parole. Et il faut aussi la différencier d'une crise d'épilepsie.
La cause la plus fréquente de syncope est le malaise vagal ou la syncope vagale. Elle est déclenchée par une émotion forte ou le stress, comme par exemple la vue du sang, la chaleur ou la douleur. Elle est habituellement précédée de symptômes, des bouffées de chaleur, des sueurs, des bourdonnements d'oreilles qu'on appelle des acouphènes, voire des nausées. Elle est habituellement suivie d'un état de fatigue et parfois de vomissements au réveil. Elles sont bénignes, en dehors du risque de chute associé à la syncope. Elle est liée à une chute brutale, comme je le disais, de la pression artérielle ou d'un ralentissement du cœur en réponse à une exagérée de notre système nerveux central à un stress. La personne est pâle, en sueur, il faut simplement l'allonger et lui relever les jambes pour, entre guillemets, faire monter le sang à la tête. Et puis pour finir, il y a des syncopes beaucoup plus graves, bien moins fréquentes, dites à l'emporte-pièce, sans aucun signe avant-coureur. La personne s'effondre brutalement, peut se blesser. Elles sont d'autant plus inquiétantes si elles surviennent en plein effort, s'il existe des antécédents familiaux de mort subite ou si la personne avait des sensations avant cette syncope de palpitation. Leur origine en est habituellement cardiaque et il faut absolument consulter un cardiologue. Je finirai par cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry dans Courrier Sud. L'immobilité saisit, chaque seconde plus grave comme une syncope, puis la vie repart. Merci Xavier pour ce témoignage. Professeur de Haro, avez-vous quelques précisions à apporter sur les syncopes et la nécessité d'implanter un pacemaker dans certains cas en fonction du type de syncope ? Oui, alors le professeur Fleischer nous l'a parfaitement dit, toutes les syncopes n'ont pas la même gravité. Je crois qu'il faut retenir quand même que globalement, la majorité des syncopes sont des syncopes vagales, on en a parlé. C'est cette réaction un petit peu exagérée à l'émotion, à la douleur, à l'instrumentation médicale. Et puis, dans certains cas, par contre, on doit absolument se poser la question du stimulateur cardiaque. Ce sont des cas qui sont plus rares, qui pour nous se manifestent par des symptômes un petit peu différents, il n'y a pas les signes avant-coureurs comme on vient de le dire, ou bien se manifestent par des anomalies de l'électrocardiogramme. Donc ça sous-entend quand même que globalement, quand une syncope ne semble pas être provoquée par une stimulation douloureuse ou une stimulation émotive négative, il faut aller consulter un cardiologue. Je pense qu'il faut se poser des questions dans ces cas-là. D'accord. Merci pour tous ces témoignages. Nous allons libérer Xavier Fleischer et passer à la seconde partie d'émission qui donc s'intéressera aux avancées technologiques en termes de stimulation cardiaque. Pour cela, nous allons suivre le professeur de Haro lors d'implantation d'un nouveau type de pacemaker dit sans sonde. Nous allons pouvoir assister au reportage proposé par Patrick Leuze. Plus de 40 000 stimulateurs cardiaques ou pacemakers sont implantés chaque année en France. Ce petit appareil, conçu pour traiter un rythme cardiaque anormalement lent, sauve des vies et bénéficie ces dernières années de nombreux perfectionnements techniques. Les dispositifs dont on va parler aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les stimulateurs cardiaques ou les défibrillateurs cardiaques. Ce sont des dispositifs implantables qui sont destinés à traiter deux types d'anomalies. Ces anomalies peuvent être un rythme cardiaque trop lent, et là ce sont les stimulateurs cardiaques qui interviennent, ou bien un rythme cardiaque trop rapide, et là ce sont ce qu'on appelle les défibrillateurs cardiaques. Le pacemaker, c'est le stimulateur, et le défibrillateur, on l'appelle défibrillateur. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Si on parle des stimulateurs cardiaques, on est dans une tranche de population qui est en général une tranche de population assez âgée. Dans le deuxième cas, dans celui des défibrillateurs, on a beaucoup plus souvent affaire à des patients qui ont des maladies cardiaques. Ce sont des gens qui ont en général une pathologie qui est à l'origine d'un risque d'emballement du rythme cardiaque ou qui déjà a donné lieu à un emballement du rythme cardiaque. Et c'est pour cette raison-là qu'on met en place un défibrillateur. La pose de ce type d'appareil est faite par les cardiologues. Ce n'est pas vraiment de la chirurgie. C'est un geste qui s'apparente à ce qu'on appelle du cathétérisme cardiaque. C'est-à-dire que c'est un geste qui va utiliser la plupart du temps les vaisseaux pour aller dans le cœur. Et ça, c'est le domaine d'activité des cardiologues. Ce tuyau est extrêmement important parce que c'est par lui qu'on va introduire le stimulateur cardiaque dans le système vasculaire du patient. Il a la taille en fait du stimulateur. Depuis les débuts de la stimulation, on implante ce qu'on appelle un boîtier et ce boîtier est relié à une sonde, un fil électrique qui va aller jusqu'au cœur pour délivrer le traitement que le boîtier doit délivrer. Eh bien, il y a une véritable révolution depuis quelque temps. Ce boîtier et cette sonde sont remplacés par une petite capsule extrêmement compacte que l'on peut mettre en place dans le cœur et qu'on va par conséquent laisser toute seule dans la cavité cardiaque. Il n'y aura plus d'incision, on sera passé par un vaisseau fémoral. Elle jouera le rôle à la fois du boîtier, qui avant se trouvait être sous la peau, en région en général sous-claviculaire, et de la sonde. C'est une véritable révolution pour la stimulation cardiaque.
Professeur de Haro, nous avons vu que l'implantation de ce type de matériel avait totalement bouleversé les habitudes, tant pour vous que pour les patients. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots en quoi ça change vos pratiques? Pacemaker sans sonde. Mais écoutez, je crois qu'on a vécu une véritable révolution ces dernières années. En fait, ça fait 1 an ou 2 que sont disponibles pour nous de tout nouveaux appareils. Alors la révolution, c'est qu'il n'y a plus besoin de faire d'incision dans la peau du patient. Il suffit de s'introduire par un vaisseau comme avant, mais ce vaisseau, cette fois-ci, va être un vaisseau de la partie basse du corps, au niveau des membres inférieurs. Et à partir de ce vaisseau, on va introduire dans le cœur du patient un appareil qui va jouer à la fois le rôle de la pile que l'on avait avant, du processeur que l'on avait avant sous la forme du boîtier qui était sous la peau, et de la sonde, puisque l'appareil est directement vissé à l'intérieur du cœur. Donc c'est une révolution, et on pourrait dire qu'aujourd'hui, l'ensemble pile, pacemaker, stimulateur cardiaque et sonde est remplacé par une toute petite capsule qui n'est pas plus grosse que la dernière phalange de mon petit doigt, et qui est vissée à l'intérieur du cœur du patient. D'accord, c'est incroyable. Et quelle est la longévité de ce type d'appareil ? Alors, on annonce des longévités extrêmement importantes. On parle de 15 à 20 ans pour certains appareils. Ça va dépendre évidemment de la façon dont le patient est stimulé. Ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Mais le fait que l'appareil soit vissé directement sur le cœur fait économiser énormément de courant par rapport au courant qui était perdu dans tout le conducteur, c'est-à-dire dans le fil électrique, la sonde. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer en quoi c'est un bouleversement pour le patient? Pourquoi les sondes étaient un problème? Alors, on avait pour habitude de dire que dans la stimulation cardiaque, le problème c'était la sonde, c'était le maillon faible du système. On n'a pas de gros problèmes avec les stimulateurs cardiaques, avec le boîtier, avec la batterie, on n'a pas de problème majeur. Par contre, avec les sondes, on avait beaucoup de problèmes, ça se comprend, c'est un fil électrique d'abord, soumis à des contraintes mécaniques importantes, avec des risques de rupture, des risques de pincement à l'intérieur lors de son passage, notamment au niveau des côtes et de la clavicule. Première chose. Et puis, deuxième chose, ce fil électrique qui se trouvait dans la circulation, dans les veines, puis ensuite dans le cœur, était éventuellement un point d'appel pour des infections fort heureusement rares, mais graves, puisque c'est des infections qui concernaient un dispositif qui était dans le cœur. Donc ça, on espère aujourd'hui s'être débarrassé de ce risque-là avec ces nouveaux dispositifs qui, a priori, seront beaucoup moins soumis à être point d'appel pour l'infection. D'accord. Est-ce que ce type de pacemaker est maintenant l'avenir et il sera possible de l'implanter chez tous les patients bradycardes, quel que soit le... Alors, bon, je ne voudrais pas être visionnaire, mais vu la rapidité de développement technologique des appareils, aujourd'hui, ils sont limités à certains cas bien particuliers. Il est probable que dans l'année ou dans les 2 ans qui suivent, on ait à peu près un appareil pour chaque situation. Donc on est vraiment un remplacement total des anciens systèmes par cela. D'accord. Il y aura peut-être quelques situations où on aura besoin de recourir à l'ancien système, c'est possible, mais je crois que ça devrait représenter la majeure partie de nos implantations dans l'avenir. Ah, c'est merveilleux. Pas de cicatrices, on peut faire tous les sports possibles. Visiblement, vous vivez complètement normalement. Tout à fait normal, oui, ça n'a aucun problème. Donc, c'est même pas détectable chez vous? Non. Si vous ne montrez pas la carte, vous pouvez passer sans problème au détecteur. Tout à fait. Oui, c'est incroyable. Et est-ce qu'il y a un risque de migration de matériel? Alors c'est un matériel qui est fixé au cœur d'une façon ou d'une autre. Alors il y a différents types de fixation. On parle de vis, mais je n'aurais pas inquiété, c'est pas une vis comme une vis de bricolage. On parle quelquefois de petits hameçons. Là aussi, ce ne sont pas des hameçons de pêche. Donc il y a ce qu'il faut pour fixer l'appareil. Grosso modo, dans les études de fiabilité de l'appareil qui ont été faites, il n'y a pas eu de migration d'un appareil qui avait été correctement implanté et dont les caractéristiques à l'implantation correspondaient à ce que l'on attendait. Donc je crois que c'est comme pour tout. Bien sûr, on sera exposé à ça. C'est bien vissé, voilà, ça mais doit tenir. Si c'est mis en place correctement, ça doit tenir. Ça tient. Ça tient. Ah ouais. Est-ce que c'est remboursé? Alors, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que ce sont des appareils qui sont beaucoup plus onéreux que les anciens appareils. Ouais. Donc, on a en France un double système. On a d'une part certains appareils qui sont en cours d'étude et qui sont strictement gratuits, puisqu'ils font partie d'une étude particulière, et d'autres appareils qui, par contre, ne sont pas remboursés. D'accord. Voilà. Une question, est-ce que vous ressentez la stimulation? Pas du tout, en fait. Pas du tout? Non. Il fonctionne, c'est sûr. D'accord. Et j'avais une question également de téléspectateurs. Ouais. J'ai une question de Loïc de Tretz qui demandait si on doit lui implanter un pacemaker et il fait du VTT de descente. Donc il voulait savoir s'il pouvait continuer le VTT de descente avec un pacemaker.
Visiblement, vous en faites. Oui, ouais. Vous continuez. Sauf si le docteur dit non, mais le contraire. Qu'en dites-vous? Alors, la stimulation cardiaque n'a jamais été une contre-indication formelle à la pratique du sport. Il y avait des restrictions liées à la maladie du cœur éventuelle, s'il y en avait une. Bon, il n'y en a pas dans le cas de monsieur. Il y avait des restrictions liées effectivement au côté mécanique, ne pas donner de coups sur l'appareil, etc. Mais il n'y a pas de raison d'interdire le VTT de descente déjà avec un stimulateur conventionnel et donc, a fortiori, pas avec un stimulateur tel que cela. Parfait. Alors nous allons laisser maintenant la parole à notre chroniqueur régulier, le professeur Sébastien Parat, qui va justement nous parler de la pratique du sport chez les patients porteurs de pacemaker. Merci beaucoup Karine. Effectivement, nous avons eu ce soir un témoignage très intéressant sur la reprise du sport après la pause d'un pacemaker. Donc le premier avis et la première chose qu'il faut voir, comme nous l'a stipulé le professeur de Haro, c'est de voir avec votre cardiologue si la pathologie sous-jacente ne vous empêche pas de faire du sport. Une fois que vous avez votre pacemaker, plusieurs éléments peuvent être limitants. Avec les anciens types de pacemaker, c'était éventuellement les chocs sur le boîtier qui pouvaient poser problème, notamment dans des sports comme le rugby, le judo ou des sports un petit peu plus violents comme le tir à la carabine par exemple. Donc il a été décrit des implantations spécifiques chez les chasseurs ou chez les tireurs pour se prémunir de ça. Il faut savoir que dans l'histoire, il y a un joueur de Première Ligue anglais qui a rejoué avec un pacemaker. Donc tout ça pour vous dire qu'on peut faire du sport avec un pacemaker. Encore faut-il favoriser donc les adaptations. Avec les nouveaux types de pacemaker, on a plus de problèmes puisqu'il n'y a plus de boîtier sous la peau. Donc le problème du choc a disparu. Le deuxième facteur limitant du pacemaker, c'était la sonde, en fait, comme l'a dit le professeur de Haro tout à l'heure, qui, lors des mouvements répétés du bras droit ou du bras gauche, pouvait entraîner des petites déchirures ou des problèmes de connexion, en fait. Et maintenant, avec ces nouveaux types de pacemaker, on a plus de problèmes ou moins de problèmes, donc c'est un potentiel d'avenir. Le troisième point, bien entendu, est de ne pas faire des sports à risque comme la plongée sous-marine, par exemple, où on va être sous l'eau, ou s'il se passe quoi que ce soit, on n'a plus aucun moyen d'intervenir. Il est interdit aussi de faire de la chute libre ou même du parapente en solitaire, c'est pas forcément recommandé. Donc tout ça, après, fait partie plus du bon sens, mais finalement, aujourd'hui, avec les nouveaux pacemakers, avec une adaptation au niveau d'effort, on peut faire de plus en plus de choses. Encore une fois, ça doit se faire en accord avec votre cardiologue et selon les recommandations de votre cardiologue. On a eu le témoignage tout à l'heure, avec un bon niveau de pratique, mais on peut faire de plus en plus de choses. Merci beaucoup Sébastien. Moi, j'ai une question encore pour le professeur de Haro. Pour faire du sport, il faut que le cœur s'accélère. Comment le pacemaker peut permettre de faire du sport de façon confortable ? Alors, il y a deux types de pacemakers. Dans les anciens pacemakers, on avait réglé ce problème depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y avait une sonde qui, finalement, se préoccupait de savoir si le cœur devait s'accélérer. C'est la sonde qui est dans l'oreillette. Et cette sonde disait à l'autre sonde, via le processeur du boîtier, d'accélérer par conséquent la fréquence de stimulation. On appelait ça le pacemaker intelligent ou physiologique. Donc ça fonctionnait tout à fait correctement. Dans ces nouveaux stimulateurs de toute petite taille, aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule sonde finalement, ou un équivalent de sonde qui est dans le ventricule. Donc on est obligé d'utiliser des succès d'année qui permettent de savoir si le patient fait un effort. Ce sont de petits quartz piézoélectriques dont la vibration nous dit si le patient est en train de bouger ou de ne pas bouger. C'est ce qu'on appelle un accéléromètre ? Exactement, un accéléromètre, tout à fait. Donc on a là une information qui est traitée ensuite par l'appareil et qui accélère la fréquence cardiaque. Mais il est très probable que dans un avenir très proche, on aura de nouveau l'information qui vient de l'oreillette avec ce type d'appareil. D'accord. C'est incroyable comme avancée technologique. Merci pour toutes ces précisions. Nous allons passer maintenant à la chronique du web avec notre chroniqueuse habituelle, Fanny Masmejean. Bonjour à tous. Alors, je suis dans une librairie, je ne peux pas parler très fort. Comme la chronique du Dr Fleischer a suscité toute ma curiosité au sujet des syncopes, je me suis donc plongée dans les revues de presse, les journaux scientifiques pour en savoir plus. Venez, je vous amène avec moi. Vous ne vous êtes jamais demandé si les animaux, eux aussi, pouvaient bénéficier du même traitement que nous les hommes ? Eh bien, figurez-vous qu'en février 2016, une ânesse nommée Pomme a eu le privilège d'avoir la vie sauve grâce à la pose d'un pacemaker. Cette opération est une première mondiale. Pomme faisait régulièrement des syncopes et les vétérinaires ont enfin découvert qu'elle avait des problèmes cardiaques. Je vous lis un bref extrait. Toute une équipe d'experts s'est mobilisée pour Pomme, cardiologue du CHU vétérinaire de l'Université de Montréal, en collaboration avec les services de chirurgie des animaux de compagnie, de médecine interne
de chirurgie équine, d'anesthésie et d'imagerie médicale qui ont procédé à l'implantation d'un stimulateur cardiaque pour pomme. Comment ça s'est passé? Un stimulateur cardiaque temporaire a d'abord été implanté chez l'animal. Ils ont ensuite procédé à l'installation du stimulateur permanent sous anesthésie générale par méthode transveineuse guidée par fluoroscopie. C'est une méthode non invasive car ils n'ont pas ouvert le thorax de l'animal. Une semaine plus tard, Pomme était de retour à Sainte-Anne-la-Rochelle pour le plus grand bonheur de ses propriétaires. Elle est en pleine forme. La médecine ne cessera donc jamais de nous épater. Affaire à suivre. Passionnant. Vous aviez cette notion qu'on pouvait implanter des pacemakers chez les animaux? Je ne savais pas qu'on en implantait chez ces grands animaux. Il me semblait que pour certains animaux de compagnie, c'était réalisé. Mais j'ai une très faible connaissance dans ce domaine, je suis désolé. C'est très étonnant. C'est la fin d'Atout Santé. Nous remercions tous les intervenants, nos invités, nos chroniqueurs et nos téléspectateurs de nous suivre toujours de plus en plus nombreux. En attendant, vous pouvez visionner notre émission sur YouTube Atout Santé. Nous adresser vos commentaires et vos questions sur atoutsanté@atoutorg.com ou sur Facebook Atout Santé. Merci pour votre attention et nous vous attendons sur une prochaine émission. Et en attendant, restez acteurs de votre santé.